Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, 17 novembre 2021, John Horgan, Premier ministre de la Colombie-Britannique, déclare l'état d'urgence pour la troisième fois en 2021 pour sa province. Et quelle était cette fameuse troisième état d'urgence? C'est bien sûr ce qui qui se produit vraiment depuis le 15 novembre 2021. Vous le savez, le sud de la Colombie-Britannique est actuellement dans une situation euh, vraiment catastrophique en termes de météorologique. Les fortes précipitations qui ont commencé dimanche se sont accumulées et ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue dans différents endroits et tout ça. Puis on va faire un peu la situation en même temps euh, bref. Alors donc, à la dernière conférence de presse qui a été faite, on parle environ de nombreuses évacuations, soit le total de 17 000 personnes qui sont évacuées. On parle principalement de gens qui vivent dans les localités de Merritt et de Princeton qui sont gravement touchés par les inondations qu'ils subissent. Euh, Également, on parle de maintenant 4 personnes mortes à l'Illouette dans une coulée de boue ou un glissement de terrain, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a actuellement comme information dans le bilan des morts. Mais chose qu'il faudra qu'on garde espoir, c'est de retrouver quelqu'un. euh, Excusez-moi. Qu'on retrouve quelqu'un de vivant. Parce que, oui, on parlait auparavant de 3 personnes portées disparues. Là, il y a une personne qui est portée disparue. On espère de la retrouver et que les recherches reprennent parce qu'actuellement, les recherches sont suspendues dans ce secteur de la localité de l'Illouette. Et bref. Alors donc, les répercussions à travers le pays, c'est vraiment, c'est divers. C'est pas parce que ça s'est produit dans le sud de la Colombie-Britannique que ça touche seulement la province touchée en question. Ça touche tout le Canada. Et on va commencer par, bien sûr, les marchandises. Alors donc, en premier, il faut savoir que le port de Vancouver, c'est le port le plus important au Canada. Et dû à ce qui s'est produit comme météo extrême, les activités sont actuellement perturbées. Et il faut savoir que malheureusement, les camions, les trains qui se rendent au port de Vancouver, malheureusement, ont vu leur chemin, disons-le, bloqué par soi-disant les inondations et tout ce que j'ai énuméré causé par la pluie. Et on parle d'environ de 42 bateaux cargo qui sont en attente de déchargement. Alors donc, dites-vous que la file, elle est assez longue et bref. Deuxièmement, du côté des transports. Alors donc, les transports, il faut savoir que, comme je l'ai dit, ça touche le Canada, là. Ça touche pas seulement la Colombie-Britannique. Et juste pour vous le dire, une preuve, la transcanadienne, la route qui fait le Canada au complet, je sais pas qu'est-ce que c'est.
La route qui traverse entièrement le Canada est coupée en deux, figurez-vous, au nord-est de Layton. Et tout ça, alors donc, qui est, bref, et tout ça. Et également, c'est la miniature que vous avez vue. C'est très rare que je parle des miniatures, les images, quand vous voyez ma vidéo arriver, tout ça, avec une super belle image. Eh bien, c'est ce qui s'est produit malheureusement. La transcanadienne, elle est coupée en deux et on ignore quand la reconstruction de cette portion de ce tronçon de route va être reconstruit et on estime que ça va être très long pour peut-être durer des mois ou peut-être en 2022. 2022. Donc bien sûr, il n'y a pas seulement la transcanadienne qui est coupée, même elle est inondée à la hauteur de Abbotsford. Et tout ça, c'est aussi ça. Alors donc la transcanadienne est beaucoup, elle est pas seulement, disons-le, coupée en deux, mais elle est aussi inondée dans la hauteur de Abbotsford. Si on voit actuellement le Vancouver, alors donc, qui est la grande ville de la Colombie-Britannique, elle est coupée de tout le reste du Canada. Parce qu'il faut savoir que les axes routiers pour sortir du Grand Vancouver, actuellement, elles sont soit endommagées, soit également les portions de route ont été emportées par les eaux. Et vraiment, c'est ça actuellement, qu'est-ce qui se passe. Les Vancouverois ou même tous ceux-là qui habitent dans le Grand Vancouver ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas sortir pour aller plus à l'est je dirais au sud-est de la Colombie-Britannique et tout ça. Également, dernière information, elle date depuis hier. Le gouvernement britanno-colombien a rationné l'accès à l'essence. Soit, disons-le, qu'on limite et on évite également totalement les déplacements non essentiels, mais également le litre qu'on peut prendre maximum, c'est 30, 30 litres. Au niveau du camionnage, alors donc les camions, l'industrie a tenté de trouver des solutions pour, pour faire passer les tenter, disons-le, de trouver des voies alternatives pour, disons-le, se promener pour se rendre à destination finale. Malheureusement, euh, malheureusement, ça va prendre aussi des heures également. Ça va prendre plus d'heures et de jours que prévu parce que euh, ils doivent passer désormais via l'État de Washington aux États-Unis. Mais également, ces camions-là assurent majoritairement l'approvisionnement en matière d'achat de biens, tout ça, tout ce qui est épicerie, je veux dire aliments. C'est ça qu'est-ce qui cause problème actuellement parce que euh, lors de cette semaine, il y a eu des achats de paniers qui se sont produits dans de nombreuses localités. On parlait d'un approvisionnement qui allait durer environ 6 jours environ. Alors donc, dites-vous que 6 jours, c'est pas vraiment c'est à pas de géant pour que ça se vide l'approvisionnement et tout ça.
Maintenant, il y a aussi il y a aussi les trains et tout ça. Alors donc, le Canadien national, le Canadien Pacifique avait informé qu'ils allaient ralentir leur service puis revoir un peu comment ils peuvent trouver aussi des solutions alternatives comme le l'industrie du camionnage. Et voilà que le Canadien Pacifique a annoncé vendredi qu'il y allait avoir une reprise des activités. Alors donc, voilà, on voit que le Canadien Pacifique a trouvé des voies ferrées alternatives pour trouver, parce qu'il faut savoir que au niveau voie ferrée, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de glissements de terrain ou beaucoup de, il y a même des voies ferrées qui se retrouvent actuellement dans le vide. Alors donc, c'est pas très sécurisant, surtout pour des trains de marchandises et tout ça. Et si on va dans le secteur du train par passager, alors donc Via Rail Canada, qui a annoncé l'annulation de services pour les trains du 21 et 22 novembre prochain entre les gares de Vancouver et Winnipeg. Alors donc, vraiment, si vous avez un voyage qui était planifié à Vancouver et vous avez décidé de prendre le train, malheureusement, il faudra patienter et il faudra surveiller la situation au cours de la semaine qui s'en vient. Et tout ça. Alors donc, bien sûr, on a appris avec ces glissements de terrain et ces coulées de boue. Bien sûr, malheureusement, il y avait des trains qui étaient en marche et qui étaient dans le sud de la région. Malheureusement, il y a eu des déraillements. On en compte 2 qui se sont produits malheureusement. Et troisième répercussion, alors donc c'est plus dans la Colombie-Britannique qu'au pays et tout ça, mais malheureusement, il y a eu 50%, le sud de la Colombie-Britannique, c'est 50% des terres agricoles de la province. Et malheureusement, celles-ci se retrouvent comme on dit, dans le sud de la province et elles ont toutes été inondées. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une si grosse inondation dans les terres agricoles? Eh bien, ceci se retrouve dans l'histoire. Alors donc, il faut savoir que le secteur Sumas Prairie qui se retrouve à Abbotsford était auparavant un lac et tout ça. Et comme vous le savez, des fois, les inondations, c'est des fois causé par l'homme et malheureusement, on a asséché ce lac. Les terres agricoles se sont malheureusement ont été construits euh, sous assèchements. Excusez-moi, ce mot-là est difficile. Et tout ça. Alors donc, c'est un peu ça. Alors donc, on a asséché le lac, on a fait des terres agricoles et on voit le résultat actuellement. Mère Nature reprend ses droits et ordonne peut-être une expulsion naturelle des fermiers et fermières. Je fais pas de blague là-dessus, mais c'est très triste malheureusement.
Autre chose qu'il faut savoir sur l'agriculture actuellement, on parle de 1000 animaux qui sont morts malheureusement. Alors donc, on a vu aussi dans dans l'actualité des images de personnes qui voulaient sauver leur machinerie agricole parce que faut savoir que c'est, disons-le, disons-le, cette machinerie agricole, ça coûte très cher. Évidemment, il va y avoir des coûts énormes pour ce secteur-là de l'agriculture britanno-colombienne. Alors donc, si on se fie maintenant, bien sûr, il y a été beaucoup question aussi de, pas seulement des répercussions, mais aussi de qu'est-ce qu'il faut faire littéralement pour améliorer et éviter que ça se reproduise et tout ça. Eh bien, lors d'une entrevue au téléjournal, un membre de l'Institut canadien pour des choix climatiques, bien sûr, de son côté, a sonné l'alarme pour dire que pour mettre en avant de nombreuses recommandations. Et malheureusement, ça passe par ce qu'on répète de plus en plus de mettre à jour les cartes des plaines inondables. Et malheureusement, dans de nombreuses localités, pas seulement en Colombie-Britannique, mais dans le reste du Canada, c'est des cartes qui datent des années 1970-1980. Alors donc, vous voyez actuellement que on laisse quelque chose qui va être très important dans le futur dans les cartons et aussitôt qu'une inondation se produise, on oublie totalement cette carte-là. Elle pourrisse totalement dans les cartons. Et ça, c'est très cruel et majoritairement. Mais il faut pas perdre espoir. Il y a comme par exemple, dans la région métropolitaine de Montréal, soit la communauté métropolitaine de Montréal, a mis sur place un projet pilote de réunir toutes les municipalités qui sont membres de la communauté métropolitaine pour faire, pour faire une carte qui serait identique. Alors donc, il faut savoir qu'auparavant, les cartes étaient faites de façon très différente d'une municipalité à l'autre. Et c'est ce qui s'est produit et c'est ça qu'il faut peut-être actuellement que le, les personnes les maires et tout ça, ça va être difficile de convaincre aussi les maires parce qu'il y en a certains qui sont récalcitrants, on peut dire, parce qu'ils disent oui, mais on veut des gens viennent vivre, ils ont pas le temps pour ils ont pas le temps de penser au changement climatique et tout ça. Alors donc, ça va être vraiment faire un travail de convaincre les politiciens et politiciennes municipales. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Autre, autre chose qu'il faut constater, c'est que c'est davantage d'utiliser le système d'alerte par messagerie cellulaire. Alors donc, le système d'alerte par messagerie cellulaire, c'est un système qui a été implanté au Canada depuis 2018. Et ce qu'on observe, c'est sur une période de 2021, alors donc des chiffres qui ont été obtenus, qu'a eu accès Radio-Canada.
La Colombie-Britannique n'a pas utilisé le système depuis son implantation. Et juste pour vous dire, le top 3 des provinces qui ont le plus utilisé, alors donc on est en troisième, l'Alberta avec 80 alertes. Deuxième, la Saskatchewan avec 101 alertes. Et en première, la Palme d'Or, c'est l'Ontario avec 202 alertes. Alors donc, vous voyez, ça c'est... Ce top 3 a été fait par les chiffres qui ont été comptabilisés sous une période de 2019 à 2021. Vraiment, que se passe-t-il? Est-ce que les autorités ont manqué à leur devoir? Est-ce que... Bref, il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup à se poser dans les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être en 2022 pour éclaircir ce qui s'est passé dans cette affaire. Maintenant, parlons des environnementalistes. Alors donc, on sait, les environnementalistes l'ont beaucoup manifesté sur les réseaux sociaux, c'est des changements climatiques et tout ça. Mais, pour certains, tout comme les incendies, ces incendies-là sont causés par les oléoducs et les gazoducs que la Colombie-Britannique laisse passer sur son territoire. Et j'aimerais dire une petite note à ces personnes-là que il y a autre chose qui peut mettre en cause les cas de température, les cas de météo extrême que vous avez vécu. Si on pense dans le ciel actuellement, actuellement ce qu'on jette pour aller dans l'espace, soit les fusées. Ça peut être un facteur et tout ça. Et on le sait très bien que, et on en a parlé quand le tourisme spatial était dans l'actualité, que bien sûr que de plus en plus il va y avoir de fusées, comme avec l'augmentation du tourisme spatial, de plus en plus on va avoir des changements dans le comportement de la météo qui risque d'être très imprévisible si on ne fait rien, on n'abolit pas le programme spatial canadien. Bref, s'il y en a certains qui disent que c'est les oléoducs puis les gazoducs, on les laisse vivre dans leur petit monde, puis... Bon, excusez-moi. L'environnementaliste qui parle. Et tout ça. Alors donc, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais dire vraiment un gros merci et du courage à tous ceux et celles qui sont bénévoles, armés et qui aident, qui font leur possible pour aider les gens qui sont dans les inondations ou encore soit sur le terrain pour combattre les inondations ou encore qui sont dans les centres d'aide qui ont été imposés, ouverts, je veux dire, dans des nombreuses localités, soit on a entendu parler à Kelowna, Kamloops, Abbotsford, bref. Alors donc, vraiment, continuez votre travail. Vous avez besoin de la force, vous avez besoin du courage, évidemment, pour faire ça. Alors donc, vraiment, chapeau à vous. Et également, avant de faire mon ciao,
La Croix-Rouge canadienne vous invite à faire euh, un don sur leur site internet. Et tout ça, ça va être très facile et tout ça. Il y a un portail qui est déjà fait. Alors donc, les dons sont à partir de 75 $. Et bref. Alors donc, faites votre don et tout ça. Alors donc, ciao!